Le sujet d'aujourd'hui, je l'avais averti au doyen de la faculté de médecine la dernière fois que nous étions venus, est un sujet qui est très important et difficile. Il n'y a pas... si je dis qu'il est très important, c'est parce que c'est une prise de conscience. En plus, c'est une prise de conscience contre une posture intellectuelle par rapport à des professionnels de biologie qui n'en ont aucune conscience et qui sont amenés à faire parce que dans leur laboratoire on est amené à faire ainsi et parce que dans les cours, n'ayons pas peur de le dire, il y en a très peu qui professent l'intégrité scientifique. Et tous ces éléments-là, en plus d'une utilité de la publication, vous verrez bien comment les choses vont vous être présentées, font que sur cette maxime perish or publish, c'est-à-dire à la contrainte de la publication à tout prix, il peut y avoir de temps en temps, et peut-être même souvent, un certain nombre de publications qui méritent non seulement la contestation, mais qui mérite d'être retiré, et ceci va bien vous être présenté. Donc c'est quelque chose qui n'est pas simple, surtout parmi les professionnels qui eux-mêmes sont amenés à faire de la recherche. Et il est important, vous qui êtes en droit, beaucoup sont en droit, et bien que vous ayez ces notions présentées par des chercheurs eux-mêmes. Et ça, je crois que c'est très important, c'est-à-dire que l'analyse critique qui en est faite est celle de chercheurs, et vous allez voir, eux-mêmes ont créé, en particulier un site qui est justement excessivement critique, qui permet du moins la critique, ce qui veut dire qu'en définitive, parmi un certain nombre de pratiques qui peuvent être critiquables, il y a quand même un éveil de l'esprit qui à un moment est né, vous le présenterez un tout petit peu. Alors, vous dire en premier, c'est toi qui commences le premier, je crois, Claude Forest, et on peut dire au terme de 35 ans de connaissances que j'ai du centre interdisciplinaire des Saints-Pères, où je me trouve, où mon laboratoire se trouve, eh bien c'est le seul, n'ayons pas peur de dire, chimiste, puisqu'il est chimiste, professeur de chimie, de biochimie, c'est le seul collègue biologiste qui a accepté à un moment dans un couloir de discuter de réflexion éthique, donc sur cette approche critique de ce que les professionnels sont amenés à faire, que ce soit avec des éprouvettes ou que ce soit tout simplement dans la publicité des travaux qu'ils sont amenés à faire. Et c'est pour ça que je suis heureux aujourd'hui qu'il vous présente un tout petit peu sa réflexion, qui est une réflexion importante et qu'il a développée en particulier dans un Dallos que nous avons fait sur l'intégrité scientifique, et je le remercie, et avec Pierre Corvol. Vous savez que Pierre Corvol, petite notion de bibliographie, a émis un rapport auprès du secrétaire d'État à l'enseignement supérieur il y a maintenant 1 ou 2 ans, et que c'est grâce à ce rapport que désormais, quelle que soit la discipline, y compris en droit, désormais, tout PhD, c'est-à-dire tout collègue voulant passer un doctorat de sa discipline se doit d'avoir un enseignement d'éthique et un enseignement d'intégrité scientifique, ce qui montre bien l'importance d'intégrité professionnelle en quelque sorte. Et donc on sent tout à fait l'intérêt que Claude Forest a contribué avec Pierre Corvol particulièrement. Et ensuite, Boris Dardour, lui au contraire, Barbour. Comment dire, alors c'est génial ce qu'il a pu faire, il va vous le présenter beaucoup mieux que moi, c'est-à-dire qu'en fait il est l'endroit de contestation, en quelque sorte, mais qui nous permet la transparence que de manière éthique on attend dans nos pratiques professionnelles. En tout cas, merci à tous les deux de m'avoir fait confiance pour venir exposer ici, dans une faculté de droit. Avouez que c'est loin d'être évident pour des collègues qui vont vous dire, eh bien, il y a de la mauvaise science peut-être aussi. Ce qui ne veut pas dire que toute la science est mauvaise, j'espère que vous ne ferez pas la différence.
Merci beaucoup, Christian, pour cette introduction et merci à nos hôtes bordelais. Je pense que c'est important qu'on discute de ces problèmes à plusieurs, et y compris les problèmes potentiels que ça pose sur le plan juridique. Je crois qu'il y a beaucoup parmi vous ici qui sont dans ce domaine. Alors, mon exposé va porter sur la crise de la recherche non fiable, mécanismes, conséquences et solutions possibles, qui est un titre que nous avons trouvé ensemble avec Boris. Et avant de commencer, il faut, je pense, dans ce cas de figure-là, toujours, je crois, dire quelle est la légitimité de l'intervenant pour parler de ça, puisque, a priori, j'ai pas plus de légitimité qu'une autre personne, mais donc je suis d'une part chercheur, donc j'ai fait des expériences en laboratoire, je connais ça. J'ai été membre de divers comités scientifiques, pas seulement à l'INSERM, à l'université, au ministère, etc. Et je m'occupe comme rédacteur, alors le terme anglais éditeur. L'éditeur anglais, c'est le rédacteur en français, d'un journal qui s'appelle Biochimie, qui a un facteur d'impact. On va voir ce que c'est après, entre 3 et 4. Et dans ce cadre-là, j'ai l'occasion de traiter 120 à 140 articles par an. Donc je vois passer beaucoup de choses et je vois passer aussi un certain nombre de choses problématiques. Voilà, donc pour parler de ça. Alors effectivement, comme Christian Hervé le disait, mon intérêt dans ce domaine-là ne date pas d'hier, mais en revanche, c'est la rencontre avec Christian Hervé au décours d'un couloir dans le bâtiment des Saints-Pères. Et au fil de la discussion, donc, Christian m'a demandé de participer au congrès franco-québécois de l'IREB en mai 2016, qui a donné naissance à un certain nombre d'articles dans ce journal, dont il est rédacteur en chef. Puis il y a eu une rencontre d'Hippocrate à la suite de ça en novembre à Paris, qui est à peu près similaire à celle que je vais vous faire ici, et une table ronde que nous avons encore organisée sur les Saints-Pères, puisqu'il y a ce fameux rapport Corvol qui dit que les doctorants désormais doivent avoir des notions d'intégrité scientifique, et c'est très bien. Donc on a commencé par faire ce genre de table ronde dans le bâtiment des Saints-Pères. Alors en résumé, il s'agit de réflexion, mais surtout pas de jugement moral. Je tiens à préciser les choses. C'est une réflexion sur la façon dont le système actuel d'évaluation de la recherche, couplé à la faiblesse de la nature humaine, peut parfois conduire à une altération de cette intégrité scientifique, et avec bien sûr une focalisation dans les sciences biomédicales, qui est ce que je connais. Et c'est peut-être une science qui est un peu plus molle que la physique, les maths, etc., où il y a aussi certainement ce genre de cas d'inconduite, mais c'est, je pense, dans le domaine biomédical où il y a beaucoup de cas, et on va voir ça ensemble. Alors, la définition de l'intégrité scientifique, qu'est-ce que c'est que l'intégrité scientifique ? Dans le contexte scientifique, l'intégrité est l'engagement personnel des chercheurs à respecter les règles des bonnes pratiques scientifiques, c'est-à-dire honnêteté, méthodologie rigoureuse, sauvegarde de tous les résultats et disponibilité ouverte de ces résultats. Alors, il faut l'intégrité scientifique, bien évidemment, il y a des manquements à cette intégrité scientifique, et on va voir ça en 4 points. Tout d'abord, le constat, les causes, les conséquences et les remèdes. Et on va commencer par le constat. Les manquements à l'intégrité scientifique, définition, la source, c'est le département de l'intégrité scientifique de l'INSERM. Les manquements à l'intégrité, je vous laisse lire, scientifiques, peuvent concerner toutes les facettes de l'activité de recherche, les travaux proprement dits, la diffusion des connaissances, la formation des étudiants, l'expertise et bien sûr aussi, très important, l'évaluation de la recherche. Et ça peut commencer très tôt. Peut-être que il n'y a pas beaucoup de scientifiques ici, je pense, dans cet auditoire qui font de la manipulation à la paillasse. Mais quand on veut faire ça et qu'on rentre en première année de licence, ça c'est une collègue qui est maître de conférence. Quand elle a commencé à faire ses cours, elle a fait des travaux pratiques et elle demandait aux étudiants de faire des pipetages. Donc on va faire des dilutions de protéines et on va regarder avec un spectrophotomètre la concentration que ça donne. Et en général, quand on fait ça, on a une droite qui est l'augmentation de la densité optique en fonction de la concentration de protéines. Et vous voyez que les points ne sont pas sur la droite, c'est
puisque quand on pipette, il y a des petites imperfections. C'est rare qu'on ait vraiment le point sur cette droite-là, mais on peut tirer une droite de régression. Et en fait, elle s'est rendue compte que un certain nombre d'étudiants, voulant bien faire, avec les points de la courbe en bleu, se retrouvaient avec une courbe en rouge, c'est-à-dire qu'ils arrangeaient les choses pour se faire bien voir. Ce qui est l'inverse d'ailleurs de ce qu'il faut faire. Hein. Pour se faire bien voir, il fallait que ce soit la courbe en bleu. Et donc je dis ça pourquoi ? Parce que dès la première année de licence, un certain nombre d'étudiants ont en tête qu'on peut faire ça pour avoir une bonne note, être bien vu, etc. Alors, les mauvaises conduites scientifiques ont toujours existé. Hein. Vous connaissez le cas peut-être de Gregor Mendel, qui est le pape de la génétique, des lois de l'hérédité des caractères. Et d'après une étude qui a été effectuée par des statisticiens, il ne pouvait pas avoir... ces statistiques étaient un petit peu, on va dire, arrangées. Pourtant, c'était un moine. Hein. Mais voilà. Ceci dit, ça ne veut pas dire que ce qu'il a montré était faux. Mais... apparemment, il ne pouvait pas avoir exactement obtenu tous ces résultats dans le temps imparti. Ce sont des faibles pourcentages. Ça existe très souvent, ils sont médiatisés, mais ce sont des faibles pourcentages. En revanche, les petits manquements, vous voyez par exemple là le chercheur qui enlève une boîte parce que ça ne lui convient pas, sont beaucoup plus fréquents. Et donc il y a un fort pourcentage et potentiellement avec de graves conséquences. On va les voir. Une étude en 2005 de l'article de Nature, voilà, de 2005, montre que 2% des chercheurs interrogés avouent avoir eu des manquements, mais en revanche, 14% ont vu des collègues qui en ont eu. Donc c'est assez paradoxal, et ça aussi c'est la nature humaine. Hein. Ce qui veut dire que c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on pense. De nos jours, là, il y a une très forte augmentation de cas détectés et le développement des outils informatiques d'analyse des données et la facilité de diffusion des informations, notamment avec des sites comme Retraction Watch et PubPeer, et Boris Brandon Stell et son collègue qui a créé le site avec lui, Boris Barbour, va vous expliquer ce que c'est que PubPeer, ont permis de détecter beaucoup de cas beaucoup plus récemment. Donc, grâce à ces sites-là, et notamment PubPeer, la détection des manquements à l'intégrité scientifique est facilitée, ce qui veut dire que plus personne n'est vraiment à l'abri. Hein, si on bidouille les résultats, on peut voir son article, son nom, etc., dans ce type de site, avec des gros problèmes potentiels. Alors, je ne suis pas sûr que... je ne vais pas peut-être parler de ça, c'est le traitement des articles scientifiques. Je pense que vous savez tous comment se fait le traitement des articles scientifiques. Quand un journal reçoit un article scientifique, il va le donner à un rédacteur. Ce rédacteur va l'en envoyer à des reviewers, c'est-à-dire des experts qui vont l'analyser et donner un avis de publication ou pas. Donc je fais ça très rapidement, parce que je pense que ce sont des notions que vous connaissez ici. Qu'en est-il de PubPeer ? C'est juste une introduction, mais encore une fois, Boris va vous en parler plus en détail. Il s'agit d'un journal club international en ligne créé en mai 2013 par Brandon Stell et Boris Barbour. Il s'agit d'un système de post-publication peer review. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsqu'un article est publié, il peut y avoir quand même, malgré la publication, des problèmes scientifiques liés à cet article, et les collègues scientifiques peuvent émettre des commentaires sur cet article-là. Et en août 2015, les créateurs du site créent la fondation PubPeer et sortent de l'anonymat à la suite d'un procès intenté par un chercheur américain. Et peut-être que Boris, c'est une histoire fantastique que Boris peut-être va vous expliquer tout à l'heure. Très intéressant. Alors, pour illustrer mon propos, voilà quelques exemples de cas révélés par PubPeer. Alors, vous voyez par exemple ici, il s'agit d'extraits d'une figure parue dans un journal de fort impact. C'est un impact de 25, c'est vraiment un très fort impact. Vous voyez ce panneau ici, vous avez 3 points là. Et dans cet article-là, il est signalé que ces 2 figures sont différentes. Or, ça, c'est simplement la même que celle-là, mais à l'envers. Vous voyez, ça a été pivoté. C'est exactement la même figure. Elles sont censées représenter le résultat d'expériences différentes, témoins et réels, alors qu'il s'agit en fait de la même photo ayant subi une rotation de 180 degrés. Et pourtant, c'est publié dans un journal de très fort impact. Deuxième exemple d'un autre article. Vous voyez cet autoradiogramme ici avec tous ces points noirs, là, ces bandes noires.
Apparemment, il semblerait, d'après l'article, que ça et ça, c'est différent. Or, ce sont exactement les mêmes. Vous voyez, les deux sont exactement les mêmes. Donc en fait, là, le chercheur a coupé des gènes, il les a raboutés par Photoshop et il dit que ce sont des choses différentes alors que ce sont les mêmes choses. Alors là, je ne vais même pas le commenter, ça part dans tous les sens, il y a des choses qui sont identiques de l'un à l'autre, etc. Vous voyez ce que des chercheurs peuvent arriver à faire, ils bidouillent leurs photos, de façon à faire passer un message, alors qu'en fait, on ne sait pas ce qu'il y a de vrai là-dedans, c'est du bidouillage de résultats. On peut avoir d'autres cas aussi. Vous savez que quand vous soumettez un article scientifique, vous devez le soumettre à un seul endroit, à un seul journal et pas à deux, d'une part. Et d'autre part, et vous signez ça, hein, et d'autre part, vous ne pouvez pas publier la même chose à deux endroits différents, même à un an d'intervalle. Et là, c'est le cas. Il s'agit de deux figures strictement identiques. La figure 5 a été publiée dans l'article numéro 1 en, je ne sais plus, 2013, et la même figure a été republiée un an après comme figure 7 de l'article 2, ce qui est strictement interdit là aussi. Alors, parmi les cas révélés par PubPeer, parfois il y a des rétractations ou au minimum des corrections d'articles, soit par l'auteur lui-même, soit par l'éditeur. Et pour illustrer ça, il y a le cas récent et très médiatisé d'un chercheur franco-suisse renommé qui a dû rétracter 8 articles et en corriger 22. Il s'agit d'un cas exemplaire d'embellissement des données, c'est-à-dire que ce chercheur-là, pour que ses résultats passent dans des journaux de très fort impact, n'a pas hésité à embellir les données. Ça ne veut pas dire, là aussi, que le résultat final de l'article est complètement faux, mais voilà, il a embelli, c'est-à-dire que ce ne sont pas ses vrais résultats, ce sont des résultats embellis par rapport à ce qu'il avait obtenu. Je voulais le décrire après, mais... Je voudrais peut-être le préciser bien. Qu'est-ce que c'est qu'une revue impact factor? Je ne suis pas sûr qu'en droit, c'est surtout en biologie, je ne suis pas sûr qu'en droit... Effectivement. Alors pour faire dire ça très rapidement, je voulais y venir après, mais non, mais c'est pas. En fait, c'est peut-être bien que ça arrive maintenant, effectivement. Il y a énormément de revues dans le domaine biomédical dans lesquelles on peut soumettre un article avec des résultats scientifiques. Et plus l'impact, alors je ne vais pas le décrire, le calcul est un petit peu compliqué et ça sort du contexte, mais plus l'impact d'un journal est élevé, je vous donne un exemple, Nature, Science, Cell ont des impacts de 25 à 30, plus l'impact est élevé, plus la renommée du journal est élevée, plus la difficulté de publier là-dedans est élevée, et plus, si vous publiez là-dedans, vous avez des chances d'être reconnu comme le grand chercheur qui a fait une grande découverte. Si l'impact est moyen, par exemple Biochimie, dont je m'occupe, a un impact de 3, il y a quelques journaux avec des impacts entre 5 et 10, pas énormément. C'est moyen, on va vous considérer comme... Donc on va considérer que dans les systèmes d'évaluation actuels, vous êtes un bon chercheur si vous publiez dans ce type de journaux à fort impact, et un chercheur moyen, sans chercher à savoir quelle est la recherche que vous avez faite, c'est simplement le facteur, l'impact du journal qui va dire vous êtes un bon chercheur ou pas, et c'est en fait une stupidité complète, on va le voir ensemble. Donc, ce chercheur-là voulait bien sûr publier dans des journaux de fort impact, ce qu'il a fait en embellissant les données. Et alors, c'est quelqu'un qui avait un poste élevé, donc qui a été en Suisse avec un gros laboratoire. Et c'est un chercheur CNRS. Et il a été déchu du CNRS. C'est la première fois que ça arrivait à ma connaissance pendant 2 ans. Une médaille d'or de très haut niveau lui avait été attribuée et lui a été retirée. Mais il est encore membre d'une instance française prestigieuse dans laquelle il a été nommé avant la découverte des faits. Et là, je crois qu'on ne sait pas trop comment faire avec cette situation-là. Voilà, donc c'est pour vous dire à quoi ça peut aboutir. Hein. C'est quand même dramatique pour le chercheur en question. Et encore une fois, je ne fais pas de jugement moral, mais vous voyez les conséquences. Autre cas, alors... c'est ce que j'ai appelé les petits arrangements avec la réalité par intime conviction. C'est une figure que j'ai sortie d'un article publié il y a quelques années, de fort impact, aussi supérieur à 10. Et vous voyez, il s'agit de... Bon, vous connaissez pas ce genre d'expérience, mais de transfection de cellules. Et bon, quand on fait ce genre d'expérience, on sait très bien que... Vous voyez ce qu'on appelle les barres d'erreur, là, les petits traits, là. Vous voyez qu'ils sont identiques
sur tous les histogrammes. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire que cette figure-là a été bidouillée, obligatoirement. Hein, on s'attend à ce que ce soit... Mais c'est quand même publié dans un facteur de fort impact, dans un journal de fort impact. Alors, comment on peut faire pour faire en sorte qu'un résultat qui n'est pas significatif le devienne? Vous voyez un exemple. Alors ça, c'est un collègue qui a fait ça volontairement. Hein. C'est pas une chose publiée, mais il m'a dit voilà comment on peut expliquer les choses. Vous voyez dans ces deux barres là ici, vous voyez des points. Ça c'est le témoin et ça c'est le réel, le traité. Et quand on fait ce genre d'expérience, on fait des statistiques. Et le petit p, je passe sur ce que ça veut dire, mais il faut, pour que ce soit statistiquement significatif, que p soit inférieur à 0,01. Allez. Et là, on est embêté parce que ça fait 0,1. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On supprime un point. Vous voyez que si on supprime ici ce point-là, on passe déjà à 0,04. C'est pas mal. Et supposons qu'on supprime ces deux points, qui sont ceux qui s'éloignent le plus, ça y est, on est à 0,01. Donc il suffit de faire ça, et ça devient statistiquement significatif. À la limite, pourquoi pas, hein. Voilà, comme ça on peut publier dans un bon journal. Parce que qui va aller vérifier que vous avez enlevé des points? L'analyse des cas de rétractation montre que de telles pratiques touchent d'une part des journaux de facteurs d'impact très différents, ça se voit aussi dans des journaux de facteurs d'impact plus faibles, et d'autre part les chercheurs de tous les pays. Beaucoup de journaux ont récemment modifié leurs exigences et demandent désormais aux auteurs de fournir l'intégralité des photographies des gels ayant servi à constituer les figures. Et bientôt, ce qui va se passer, c'est que l'intégrité des données brutes du laboratoire va pouvoir être demandée par l'éditeur du journal pour être sûr que ce n'est pas des arrangements avec la réalité. Alors, quelles sont les causes? Pourquoi les chercheurs font ça? Voilà, j'ai listé ce qui me semble important. Besoin de reconnaissance et de renommée, besoin de progresser, Christian Hervé l'a mentionné, publish or perish. Besoin de crédit pour faire avancer sa recherche et besoin de dominer, de publier le plus possible pour alimenter son ego, ce fameux ego des chercheurs. On va commencer par ça d'ailleurs, et il y a 2 livres qui sont sortis à une année d'intervalle. Un de Bruno Lemaître, un essai on science and narcissism, qui est très intéressant. J'ai pas du tout de conflit d'intérêt ou de lien d'intérêt avec mais c'est simplement, je l'ai lu et je trouve ça intéressant dans ce domaine-là. Bruno Lemaître a travaillé avec un prix Nobel et il explique un petit peu un certain nombre de choses. Et puis Nicolas Chevassieux-Louis, Malscience, à propos du nom, qui fait un très bon tour de ces problèmes d'intégrité. Et à propos du nombre d'articles, notamment, moi je ne savais pas ça, je l'ai appris en le lisant, hein. Il écrit « La France compte même le vice-recordman mondial de ce sport, le monsieur Untel de l'université Bidule, avec 1252 articles sur la période considérée, auxquels sont venus s'ajouter depuis quelques 800 autres. Ça fait 2000 articles. Alors, supposez, vous avez 40 ans de carrière. Hein, c'est une personne qui doit avoir 40 ans de carrière. 40 ans de carrière, 2000 articles. Alors, ça fait 200 divisé par 4, ça fait 50. Hein, ça en fait 50 par an. Moi, j'avoue que j'ai du mal à en publier 2-3 par an. Hein. Je vois pas comment on peut publier 50 articles par an. Voilà, c'était simplement ça. Donc, je soumets ça à votre sagacité. Les besoins de crédit pour faire avancer sa recherche. Alors, il y a quelque chose d'intéressant. En France, nous avons désormais l'ANR, l'Agence nationale de la recherche. Lorsqu'elle a été créée, elle finançait environ 25% des projets qui lui étaient soumis, et pour 3 ans. Donc vous avez de quoi travailler pendant 3 ans. Le pourcentage est tombé à environ 8% en 2015, et les crédits récurrents, c'est-à-dire les crédits alloués par les instances comme l'INSERM, le CNRS ou le laboratoire, diminuent. C'est-à-dire qu'il faut avoir des contrats ANR pour pouvoir faire de la recherche. Et 8%, ça veut dire qu'il y a la disparition d'un nombre considérable d'équipes et de la prise de risque scientifique pour faire émerger les projets originaux, puisqu'on a de l'argent pour 3 ans, si l'ANR finançait 30% des projets, on arriverait à fonctionner en permanence. Mais 8%, c'est une lutte sans merci entre chercheurs pour essayer d'avoir des financements, et ça peut conduire à des inconduites. La difficulté accrue d'obtention de crédits de recherche peut être une incitation importante à des manquements à l'intégrité.
Voilà, par exemple, un raisonnement typique qui peut apparaître. Il ou elle, collègue, a obtenu ses contrats 2-3 ans de suite. Moi, rien, c'est injuste. Je suis sûr qu'il ou elle bidouille ses résultats, alors pourquoi pas moi, hein? Le besoin de progresser, publish or perish. Ça peut affecter toute catégorie de personnel travaillant dans un laboratoire, du chercheur qui a besoin de crédit et de reconnaissance à l'étudiant qui a besoin de passer sa thèse, il faut qu'il publie, et qui est soumis à la pression de la part de son encadrant. C'est important pour l'encadrant aussi. Alors voilà, là, qu'est-ce que c'est que le facteur d'impact des journaux? Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est pas la peine que je revienne là-dessus, mais c'est un critère important de reconnaissance. Et ce qui est très souvent entendu, je l'ai encore entendu ça il y a une dizaine de jours de la part d'un collègue qui faisait une demande de création d'équipe ou d'unité même, ne parle pas d'articles avec un facteur d'impact inférieur à 10, ça sert à rien. On entend encore ça de nos jours, ce qui est, à mon sens, complètement stupide. Pourquoi? Parce que le facteur d'impact ne reflète pas la qualité de l'article. Potentiellement la qualité de la revue, mais pas de l'article. Il y a 30% des articles publiés dans Nature qui sont jamais cités. Donc ce n'est pas la qualité de l'article, mais la qualité du journal. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte récemment, c'est qu'il y a une corrélation positive très forte entre le facteur d'impact des journaux et la proportion de fraude et de rétractation d'articles. C'est logique. Et par exemple, j'ai lu récemment que le journal de la Société de microbiologie aux États-Unis a éliminé le facteur d'impact de son site web. Et ceci, ça date de septembre 2016. Vous voyez, donc les journaux commencent à réaliser qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelles sont les bases de la présentation du bidouillage? Alors, je prends comme exemple, vous savez qu'à l'INSERM, on doit faire tous les 2 ans un rapport d'activité qui est analysé en commission. Et je vais vous rapporter la commission INSERM, le rapport de la commission INSERM sur l'activité d'un de ces personnels que je connais bien entre 2014 et 2015. Alors d'abord une première phrase, un premier paragraphe élogieux sur l'activité et la dernière phrase, l'arrêt de l'organisation de la PACES devrait permettre de libérer du temps de recherche et essayer de publier dans des journaux de plus forte notoriété. Alors si je fais abstraction de la faute de syntaxe de la phrase, mais arrêt de l'organisation de la PACES, c'est-à-dire que la personne qui était chercheur INSERM s'occupait de l'organisation de la première année de concours, médecine, pharmacie, etc. Ce qui est très prenant, hein. Il y a plusieurs milliers d'étudiants et plusieurs unités d'enseignement. Et en fait, le fait que la personne ait publié dans des journaux de facteur d'impact moyen, le meilleur impact étant de 5 sur les 2 années, posait un problème à l'INSERM. Alors je me suis dit, mais supposons que, alors là, la personne est d'un certain âge, donc ça ne pose pas de problème réel, mais supposons que la personne était plus jeune et qu'on fasse ce genre de réflexion. L'idée, c'est de se dire, mais comment ça se fait? Pourquoi on me dit ça? Il faut que je publie dans des journaux d'impact élevé, et alors je vais faire comme tout le monde, je vais bidouiller. On peut se poser ce genre de questions. Essayez de publier dans des journaux de plus forte notoriété. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être excellent. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, qu'est-ce que c'est que l'excellence? Moi, je me la suis posée et je ne sais toujours pas. Hein. Je ne sais pas ce que c'est l'excellence. Et ça me gêne beaucoup parce que, en fait, notamment dans le cas présent, la notoriété du journal est plus importante que le contenu des articles et la qualité des résultats publiés. Donc, est-ce qu'on base l'excellence sur le facteur d'impact des journaux scientifiques, dans notre cas, ou pas? C'est un terme qui est apparu dans le domaine scientifique au début des années 2000, mais jamais clairement défini. Et je vous donne un exemple. L'excellence universitaire, les leçons des expériences étrangères. Alors on a là la première page du rapport d'étape de la mission Agion, présentée par Madame Valérie Pécresse en janvier 2010. Et je vous lis la table des matières. 3 points. Les caractéristiques de l'excellence. 2e point, la gouvernance et l'organisation des universités d'excellence. 3e point, les initiatives gouvernementales pour stimuler l'excellence, sans qu'on ait défini l'excellence. Et moi, ça me pose un réel problème parce que, évidemment, quand on dit ça, est-ce que c'est parce qu'il faut avoir la capacité à publier dans les journaux de plus forte notoriété? Est-ce qu'on est soi-même excellent? Qu'est-ce qui se passe si on ne se sent pas excellent? C'est vraiment, je pense, ça pose un problème fondamental. Et j'ai pas la réponse.
Alors, comment publier dans ces journaux à forte notoriété ? Vous voyez, par exemple, le petit rat là, qui boit un petit verre de Bordeaux, puisqu'on est ici très content parce qu'il a réussi à publier dans Nature. Alors, j'aurais dit autre chose à Dijon. Alors, on peut prévoir une recherche avec Scoop. Par exemple ici, est-ce que Donald est un cannibale ? Vous voyez qu'il mange du poulet. Alors ça, si on arrive à démontrer que Donald est cannibale, on fait un scoop, on publie certainement dans les grands journaux. On peut faire beaucoup d'expériences. Et surtout, il faut en faire une histoire complète et sans zone d'ombre. Ce qui, en fait, en recherche, n'est jamais le cas. Il y a toujours des zones d'ombre. Mais il faut tout lisser, absolument, pour publier dans ces grands journaux, d'où l'embellissement, la tentative d'embellissement des données, et éventuellement avec beaucoup de surinterprétation de résultats. Ou alors, il suffit en fait d'être déjà célèbre et d'avoir de l'influence, par exemple être soi-même éditeur, rédacteur d'un grand journal, et voilà, avec une facilité plus accrue de faire passer ses articles. Donc voilà, la tentation du bidouillage pour ces raisons-là. Et à ce moment-là, s'il y a une tentation, comment ? Alors je vous en ai un petit peu parlé, le mensonge par omission, qui est vraisemblablement très fréquent. Par exemple, on va pouvoir mettre des résultats de côté car ils ne collent pas complètement avec l'histoire qu'on veut. Quand on publie un article scientifique, c'est une histoire. On publie une histoire à partir de résultats. Mais s'il y a des résultats qui ne collent pas, on les supprime. On peut facilement oublier des contrôles lors d'expériences et en utiliser d'autres à la place. Ça aussi, ce sont des manquements à l'intégrité scientifique. L'impunité, je viens de vous en parler, si on est un leader d'opinion scientifique dans un domaine et qu'on n'a pas trop de scrupules, on peut faire passer des choses. Par exemple ici, dans un journal de facteur d'impact 30, ce que j'ai lu en 2015, c'est dans le domaine qui m'intéresse, la personne écrivait « a modest trend in the same direction ». Ça veut dire qu'il allait considérer qu'une petite augmentation très légère et non reproductible montrait que c'était en fait une augmentation. Et ça rentrait dans l'histoire de l'article. Mais ça, par exemple, la biochimie, là, ça passerait pas. On imagine que là, l'auteur en question de l'article, que je connais, et je sais qu'il est rédacteur de la grande revue en question, je pense que c'était très facile pour lui de laisser ce genre de choses. Il suffit de l'envoyer à des reviewers complaisants. Je ne sais pas, Boris, si tu es d'accord avec ça, mais je crois que je suis trop lent. Ou je parle trop. Est-ce que j'ai encore du temps ? Non, c'est pas... Non ? Ah, pardon. Je croyais que tu te levais. OK. Donc, je vois que ça t'intéresse beaucoup. Donc, il peut y avoir suspicion de connivence entre le rédacteur du journal et ou les experts sollicités et les auteurs. On peut créer des résultats. Alors, c'est carrément de la fraude, la création de résultats à partir de rien. On va se mettre sur une table et faire des figures et puis les publier. Heureusement, c'est vraiment très peu fréquent à ma connaissance, mais si les résultats sont importants et qu'ils sont montrés comme étant fraude, et s'il y a médiatisation, ça peut être extrêmement délétère pour la science et bien sûr l'auteur des fraudes. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un système de fraude organisé par des officines dans un pays émergent en recherche. Peut-être vous voyez de quel pays je veux parler ici. Mais ça veut dire que on pouvait par exemple ajouter le nom d'un chercheur sur une publication si on payait, on pouvait modifier des résultats d'articles si on payait, etc. Donc c'est moyennant finance. Et le gouvernement de ce pays a dû mettre un holà assez pratique. Mais il y a encore des choses qui se passent dans ce pays-là. Autre problème qui est rencontré en termes d'intégrité scientifique, c'est le plagiat, les publications multiples et les détournements d'identité. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Le premier, c'est que le plagiat, et même l'autoplagiat, vous savez que l'autoplagiat est interdit. Il y a eu des cas de plagiat et d'autoplagiat célèbres récemment en France, sont très répandus et posent des problèmes de droit d'auteur, de copyright. Si vous publiez un article avec certaines phrases dans un éditeur comme Elsevier et que vous publiez les mêmes phrases dans un éditeur comme Springer, ils peuvent se renvoyer la balle en disant c'est moi qui ai le copyright, t'as copié, etc. Et donc il faut faire attention à ça aussi, même si c'est de l'autoplagiat. Le plagiat et l'autoplagiat sont très répandus et je vous donne ici un exemple. Alors c'est un exemple qui me concerne puisqu'il s'agit du journal Biochimie dont je m'occupe comme rédacteur
Et je vous ai présenté ici le nombre d'articles reçus par la rédaction de Biochimie et rejetés pour plagiat. C'est-à-dire, on appelle ça l'index de similarité. Dans l'année 2015, le pourcentage de textes plagiés est indiqué et il s'agit de données issues du secrétariat. Donc vous voyez que cette année-là, il y a eu 695 articles reçus, 94 ont été rejetés pour plagiat, parce qu'on a un logiciel qui permet de voir si c'est plagié ou pas. Donc on le passe à la moulinette avant de publier, bien sûr, avec un index de similarité de 20% minimum et 73% maximum. C'est-à-dire qu'il y a des articles qui nous ont été soumis avec 73% d'index de similarité, ce qui est énorme. Donc évidemment, on ne publie pas ça. Donc avec une moyenne de 39%. Vous voyez que c'est fréquent, très fréquent même. Et on voit aussi des duplications de résultats dans 2 médias différents. Et ça, heureusement, c'est de plus en plus facilement remarqué grâce à PubPeer, dont va vous parler Boris. Et ça ne reste pas longtemps impuni désormais. Le détournement d'identité, qu'est-ce que c'est ? On a remarqué qu'il y avait le piratage par des auteurs de la publication, des adresses électroniques de relecteurs potentiels. Vous savez, quand on soumet un article à une revue, il est envoyé à des experts, et ces experts font des commentaires sur l'article et disent s'ils trouvent ça bien, pas bien, est-ce que ça peut être publié ? Et un certain nombre... Alors, les auteurs proposent des relecteurs. On est libre ou pas de les choisir en tant que rédacteur, mais si on les choisit, on court le risque, comme ça s'est produit ici, de tomber sur l'auteur de l'article. C'est-à-dire que l'auteur va détourner l'identité du reviewer, de la personne du relecteur, et donc on va croire qu'on envoie la demande au relecteur et on l'envoie en fait à l'auteur qui bien sûr va dire « mon article est fantastique », etc. Et en mettant un petit peu quelques commentaires. Et il y a eu un certain nombre de cas, notamment récemment, Springer, dans le Tumor Biology, le journal a dû retirer 107 articles entre 2012 et 2016 par des chercheurs chinois ayant fourni de faux contacts. J'ai laissé le mot chinois ici, j'aurais peut-être pas dû, mais je suis désolé, c'est le cas. De faux contacts de scientifiques proposés comme évaluateurs de leurs articles. Alors, quelles sont les conséquences de tout ça ? Tout d'abord, les inconduites. Alors, on dit inconduite en français, pas méconduite. On dit misconduct en anglais, mais on dit inconduite, c'est le terme français. Peuvent avoir de conséquences très graves. Je vous cite ici l'exemple d'un chirurgien spécialisé dans la transplantation de trachées, considéré comme un pionnier dans son domaine. Et en fait, 7 des 9 patients ayant reçu cette transplantation sont décédés. Et il y a un journaliste allemand qui s'appelle Leonid Schneider, qui s'occupe beaucoup de ces cas d'intégrité scientifique, qui a relevé que les papiers de cet auteur, de ce chirurgien, sont des inconduites. Et en fait, les articles, un certain nombre, pas tous, de ce chirurgien ont été rétractés. Donc vous voyez qu'il y a un lien entre la recherche qui est faite et les conséquences potentiellement très graves, quand il s'agit ici de chirurgie, sur les patients, bien sûr. Les conséquences, c'est une crise de confiance de la communauté scientifique et de la société. Et je vous cite ici 4 articles très récents de grandes revues prestigieuses qui ont été publiés. Pourquoi est-ce que la plupart des recherches sont fausses ? Deuxième, beaucoup de ce qui est publié est incorrect. Alors là, c'est Richard Horton, qui est le rédacteur en chef du Lancet, qui est une très grande revue anglaise, qui a évalué qu'au moins 50% des recherches précliniques ne sont pas reproductibles. Publiées, hein. Et fréquemment, c'est dû à un problème d'études statistiques inappropriées. Les chercheurs ou les enseignants-chercheurs ne savent pas faire des statistiques. Stop ignoring misconduct, arrêtez d'ignorer les inconduites de Nature. Et très récemment, vous voyez, il y a 1 mois de ça, ou 2 mois de ça, la recherche de qualité, il faut tout faire pour la recherche de qualité. Ce qui est amusant, c'est que c'est l'hôpital qui se moque de la charité, parce que tout ça, c'est publié dans des grandes revues de facteurs d'impact très élevés, où il y a le plus de rétractation d'articles. Moi, je trouvais ça très amusant. Mais enfin, en tout cas, au moins, la communauté scientifique trouve
trouve qu'il y a un problème de conséquence de ces inconduites. Autre conséquence, le coût. Des économistes américains ont évalué le coût de la recherche non reproductible aux États-Unis, et vous lisez bien, évalué, c'est peut-être pas le vrai chiffre, il s'agit de 28 milliards de dollars par an aux États-Unis de recherche non reproductible. Donc ça pose un problème, même si c'est 10 fois moins, hein, certains n'ont pas le cas, mais ça pose un énorme problème financier. On peut considérer par exemple en France, la recherche est publique, s'il y avait énormément d'inconduites et de dépenses d'argent comme ça, la personne qui paye ses impôts va pouvoir se dire mais qu'est-ce que c'est, je donne de l'argent pour faire ça. Vous verrez à la fin quand même que heureusement c'est pas la majorité des cas. Donc n'ayez pas peur, si vous payez vos impôts, ça sert aussi à faire de la bonne science. Mais il y a un certain nombre de problèmes, voilà. Et très récemment, vous voyez, le 4 d'une semaine, ça, ou 2 semaines, Le Monde, Sciences et Médecine, a publié tout ça, là, tous ces articles-là, dont un qui est... 27 septembre et 4 octobre. Voilà, donc je mentionne ici que celui du 4 octobre, mais ça c'est en France, mais partout dans le monde, il y a des articles sur ce domaine-là. Et notamment ici, les grandes revues d'histoire de la science, qui est un entretien du journaliste avec Brandon Stell et Boris Barbour, qui va vous expliquer après de quoi il s'agit. Alors, est-ce qu'il y a des remèdes ? D'abord, je voulais simplement vous dire ce qu'a dit Christian Hervé tout à l'heure. Pierre Corvol a donc donné en main au ministre, il y a un an de ça, son rapport sur l'intégrité scientifique. On en avait discuté avec lui au préalable, etc. Bon. Et donc, il y a le traitement des méconduites. Il propose une nomenclature nationale des méconduites, la typologie des sanctions en cas de manquement à l'intégrité scientifique, sensibilisation et formation, accès aux données brutes de la recherche et mise en œuvre d'une politique scientifique ouverte, open data, open access. J'ai retenu là un truc important, la sensibilisation à la formation, notamment des doctorants. Il faut qu'il y ait une prise de conscience de la part des chercheurs et des jeunes chercheurs. Et le 20 mars 2017, c'est hier, hein, le collège du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, c'est ce qu'on appelle l'HCERES, qui est l'instance qui analyse l'évaluation des créations d'unités, etc., a voté la création de l'Office français de l'intégrité scientifique, ou OFICE. Alors, un commentaire sur les open data. Vous avez vu que parmi les choses qui pouvaient être faites, ce sont les open data, les données ouvertes. Pour qu'il y ait des données ouvertes, c'est-à-dire que toutes les données d'un laboratoire soient accessibles à tout le monde, il faut un contrôle qualité de la recherche permettant de montrer que les données sont fiables. On ne fait pas un piquetage en étant en train de fumer une cigarette. De toute façon, de nos jours, on ne peut plus fumer, mais je me souviens dans le temps avoir vu des chercheurs en train de fumer et pipeter. Il faut une tenue irréprochable des cahiers de laboratoire. On doit répertorier tout ce qu'on fait dans un laboratoire dans des cahiers, et il y a l'idée qu'ils soient numérisés désormais. Une solution intéressante, qui peut être intéressante, c'est de développer des journaux tels que un de ces journaux a été créé récemment, qui s'appelle Negative Results, pour éviter les résultats positifs à tout prix. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si les statistiques vous montrent que l'hypothèse de départ est fausse, vous n'avez pas de différence entre un réel et un témoin, vous pouvez quand même le publier dans Negative Results. C'est important pour que la communauté le sache. Mais évitez d'enlever les points qui vous embêtent pour que ça devienne positif. Vous comprenez ce que je veux dire ? Voilà. Et utilisez un système de publication ouverte tel que PubPeer, que Boris va vous expliquer. En conclusion, les fraudes, falsifications de résultats, arrangements avec la réalité, plagiat existent et polluent le système de recherche. Leur détection est devenue récemment beaucoup plus aisée. Et c'est le système d'évaluation des performances qui est le tout premier inducteur des actes de mauvaise conduite scientifique. C'est le système d'évaluation des performances. Doit-on modifier ce système d'évaluation et comment ? Doit-on sanctionner tout type de fraude ou considérer que certains comportements peuvent être tolérés car ils sont sans impact négatif réel sur les avancées de la recherche ? C'est ce qui a été appelé normal misbehavior. C'est étonnant, mais ça existe. Je pense que Boris, tu vas peut-être avoir des idées là-dessus. D'ailleurs, peut-être que la façon de voir des latins ou des français est différente de celle des anglo-saxons. C'est un débat assez intéressant. Si ce dernier cas est retenu, peut-on établir une limite, une ligne à pas franchir, et à ce moment-là, laquelle ? C'est extrêmement compliqué.
peut-être aussi sur le plan juridique, hein, vraisemblablement. Donc, je vois que j'ai pris beaucoup de temps. Doit-on modifier le système d'évaluation ? S'assurer que les règles de déontologie ont été respectées avant de promouvoir quelqu'un ou de lui attribuer un contrat de recherche ou un prix. Voilà, c'est une idée comme ça. Hein. Alors, ça va pas peut-être dans le sens de tout le monde, hein, ça c'est un petit peu provocateur, mais bon. S'assurer que la qualité de la recherche a été respectée, donc faire un contrôle qualité. Et les industriels, comme l'a dit Christian Hervé, sont extrêmement accrochés à ça. Il faut, pour qu'une recherche soit fiable, qu'il y ait un contrôle qualité dans le laboratoire. Il faut un changement de paradigme. Alors bon, il faut bien parler de paradigme, hein. C'est rare qu'il y ait un topo sans qu'on parle de paradigme. Donc là, je vous le livre, le mot paradigme, changement de paradigme dans des indicateurs d'une recherche intègre. Voilà. Est-ce qu'on peut tolérer certains cas et pas d'autres ? Est-ce qu'on doit, par exemple, empêcher les petites fraudes ordinaires ? J'ai pris ici comme exemple ce qui apparaît dans Retraction Watch, qui est un site qui répertorie tous les articles de la littérature scientifique qui ont été rétractés. Et vous voyez l'année de publication, 2005 et, je lis pas bien, 1998, l'année de rétractation, le nombre de citations avant le retrait, donc très cités, des articles très cités. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est le nombre de citations après retrait. Ça veut dire que bien que l'article ait été retiré, rétracté, il continue à être cité. Donc est-ce que c'est parce que les gens n'ont pas fait attention, ou est-ce que c'est parce que en fait les conclusions majeures de l'étude restent valides, même s'il y a eu dedans des petits manquements à l'intégrité? Et c'est un débat intéressant aussi à voir tous ensemble. Et si le dernier cas est retenu, quelle est la ligne blanche? Et ça, j'ai pas de réponse. Et je vais quand même terminer sur une note positive, hein, parce que je vous ai raconté tout ça, mais il y a d'énormes progrès qui ont été faits au fil des ans en sciences de la vie et de la santé. Il y a des prix Nobel, il y a beaucoup d'avancées quand même, hein, dans le domaine, avec des bénéfices importants pour la société, ce qui sous-entend qu'il existe une recherche de qualité qu'il faut soutenir, tout en luttant contre la pollution du système par les manquements à la déontologie et à l'intégrité, notamment liés beaucoup à l'évaluation des chercheurs et des instituts. Voilà, merci pour votre attention. Merci Claude pour cette introduction et bonsoir à tous. Donc en préambule, je voudrais juste être clair que les activités que je vais décrire et les propos que je vais tenir sont indépendants de mes employeurs, notamment le CNRS. Je suis fier d'être chercheur CNRS, mais ceci se fait en dehors de cadre professionnel, pour l'instant en tout cas. Donc, je suis britannique, donc ça sera un peu moins fluide qu'avec Claude, et mes diapos sont en anglais, je suis désolé, mais je pense que les Français ont fait énormément de progrès en anglais depuis que je suis en France, je vous le dis. Donc, ensuite, la présentation a été un peu calibrée pour un auditoire scientifique, donc on va adapter un peu. Est-ce qu'il y a des gens qui font ou feront une thèse en sciences? Personne. Ok. Donc je ne sais pas comment ça se présente dans votre discipline, mais pour nous, à peu près pendant la première année de la thèse, il y a une prise de conscience que ce qu'on est en train de lire est peut-être faux, et parfois vraiment faux, au point qu'on se demande comment l'article a pu être publié dans un journal. Donc c'est peut-être une minorité de cas, mais il y a des cas qui, vous prenez n'importe quel chercheur, il peut vous raconter que c'est inadmissible que ce papier ait été publié. Donc là, c'est en sens large. Je ne parle pas juste de cas de fraude, mais problème de conception, d'analyse, d'interprétation, de bonne foi, de mauvaise foi, d'incompétence, tous les cas de figure sont possibles. Donc, quelques citations ont déjà été données sur ce qui nous pousse dans le système actuel peut-être à publier des choses qui ne sont pas vérifiablement véridiques.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on râle aux collègues. Donc, on a des journal clubs où on discute des articles et toujours on les critique. Je suis britannique, donc on râle au pub aussi. Et pour les chefs, ils se plaignent aux collègues au congrès. Donc, l'information se répand peut-être un peu, mais c'est peu efficace. Le rendement, le transfert d'informations est très faible et c'est assez éphémère aussi. Est-ce grave? Donc on dit de la science qu'elle s'autocorrige. Donc la vérité se saura un jour. Mais ça soulève quand même la question, est-ce que cette autocorrection est optimale? Est-ce que c'est rapide? Est-ce que c'est juste? Donc là, normalement, je pose la question, est-ce que vous avez essayé de corriger une faute dans la littérature scientifique? Donc, je pense que la réponse est non pour vous. Donc, c'est pas du tout simple. Donc, là, on peut passer peut-être relativement rapidement, mais les journaux, ça les intéresse pas tellement de savoir ou de montrer que ce qu'ils ont publié est faux. Ça n'intéresse pas les auteurs non plus, et ça n'intéresse pas leurs institutions. Donc, si vous voulez corriger la science, il va falloir, donc ça c'est des éprouvettes, il va falloir faire un certain travail pour justifier de publier une démentie. Pour faire ce travail, il vous faut probablement la main-d'œuvre, des ressources. Alors, comment obtenir des ressources? Donc, si vous postulez à l'Agence nationale de la recherche, ils sont très exigeants. Ils veulent la recherche excellente seulement. Donc, il faut de la rupture. Ça, c'est la langue de bois qu'on trouve dans le document de programmation, de la rupture. Et si vous dites, je veux refaire exactement la même chose que quelqu'un a déjà fait pour montrer qu'il a tort, ça passe probablement pas. C'est pas de la rupture, c'est pas la rupture qu'ils cherchent, on va dire. Ensuite, il se peut que les auteurs que vous allez critiquer dispose de matériaux de recherche essentiels pour refaire les expériences. Donc, il y a beaucoup d'animaux transgéniques, par exemple, qui sont essentiels pour certaines expériences. Donc, ils devraient les partager, bien sûr, mais peut-être il y aura un problème avec la colonie avant qu'ils puissent envoyer la souris dont vous avez besoin. Donc, ensuite, ces chercheurs, ils prennent beaucoup de décisions sur votre carrière de manière anonyme. Ils évaluent vos demandes d'argent, les articles que vous soumettez aux fameux bons journaux. Ils décident peut-être de votre promotion ou de votre embauche. Donc, en fait, la bonne stratégie, c'est de se fâcher avec personne. Jamais. Donc, imaginons que vous avez pris ce risque quand même. Vous arrivez au journal à très fort impact, où vous arrivez avec une démentie de quelque chose qu'ils ont publié. Alors, ça se passe comment de la manière suivante à ces journaux. Les rédacteurs en chef, les rédacteurs, ils décident si l'article est potentiellement suffisamment intéressant pour être publié chez eux. Si on passe ces premières barrières, ensuite ils envoient au référé, ils évaluent le détail et ils peuvent avoir une discussion, est-ce qu'ils prennent ou non. Donc, typiquement, quand ils pensent qu'un résultat à scoop pourrait être vrai, alors là, ils sont très intéressés. Par contre, quand vous arrivez avec votre travail pour montrer que, en fait, c'est faux, du coup, c'est pas intéressant de tout. Donc, ils disent, allez voir un journal spécialiste, biochimie, par exemple. Mais biochimie, ils vont dire, c'est pas à nous de nettoyer le bordel qu'a fait le journal à Glamour. Donc, en fait, on se trouve coincé et personne ne veut publier la démentie. Donc, tout ça, ça prend du temps. Vous allez vous fâcher avec tout le monde. Et en fait, on se trouve dans un environnement qui est aujourd'hui extrêmement hostile à toute correction, contestation des résultats. Donc, j'ai dessiné ça autour d'un jeu qui s'appelle Snakes and Ladders en anglais. En fait, je ne connais pas le français. Et en fait, clairement, il y a très peu d'échelles et il y a juste les serpents. Donc, vous connaissez le jeu, en fait? Ça existe en français? Du tout. Je vais pas me lancer dans l'explication, mais globalement, on doit avancer. Si on tombe sur une échelle
on peut monter facilement. Si on tombe sur un serpent, c'est la chute et c'est un jeu à serpent, voilà. Ok, donc si on analyse un peu la situation, on se rend compte qu'il y a bien des conflits d'intérêts au niveau des auteurs qui ne veulent pas admettre une faute, les journaux qui ne veulent pas admettre qu'ils ont publié quelque chose d'erroné, ni d'ailleurs mettre des ressources dans l'investigation ou la réflexion là-dessus, c'est pas du tout rentable de mettre des ressources pour ternir leur image, donc ça les intéresse peu, ni les institutions. Donc il y a une très jolie citation que vous connaissez peut-être de Upton Sinclair qui dit qu'il est très très difficile de convaincre quelqu'un de quelque chose quand son salaire en dépend. Et on le retrouve à tous les niveaux. Donc, dans le monde moderne, il existe un outil qui s'appelle l'Internet. Donc, idée très simple. Peut-être il pourrait y avoir un système, si vous constatez un problème dans un article, vous mettez l'information en ligne et tout chercheur peut le lire tout de suite. Et comme ça, on court-circuite l'ensemble d'acteurs ayant des conflits d'intérêts. Et ça, c'est l'idée derrière le site que je vais maintenant présenter, PubPeer, lancé par un collègue, Brandon Stell, un développeur et en fait son frère. Donc, je les ai rejoints un peu après. Et c'est maintenant une fondation à but non lucratif incorporée aux États-Unis. Donc, comment ça marche? Toute publication a un identifiant, un Digital Object Identifier, qui permet au site d'afficher une page avec les informations sur l'article. Le titre, les auteurs, le journal, la date. Et sous le titre, il y a une boîte à texte. Vous pouvez entrer un commentaire, appuyer sur retour, avec un petit délai peut-être pour modération. Vos propos vont être disponibles mondialement et de manière permanente à tout lecteur qui s'y intéresse. Donc, on a maintenant un système qui permet de discuter ouvertement des articles, mais en fait, on s'est rendu compte que c'est un peu plus important que de juste permettre la discussion entre chercheurs. Parce que la recherche d'aujourd'hui se base sur les publications des résultats hier. Quelqu'un publie une idée, des résultats, intéressants, vous voulez travailler dessus, vous mettez un thésard sur le projet, mais si les résultats ne sont pas fiables, après 6 mois, 1 an, 18 mois, on se rend compte que ça ne marche pas. Dans le système aujourd'hui, avec la compétition qui existe, c'est probablement déjà la fin de la carrière du thésard. C'est un gaspillage d'argent contribuable ou privé, et en milieu médical, ça peut mener, par exemple, à des essais cliniques qui ne sont pas très éthiques si elles se basent sur une recherche préclinique qui n'est pas vraie, en fait. Si on réfléchit, il y a beaucoup de politique publique qui est censée se baser sur des publications, sur des données. Donc, les publications dans l'agriculture, pollution, le climat, changement climatique, tout ce qui est GMO bien sûr. Et on peut espérer que politique économique, sociale, même éducative, soit basée sur une recherche quantitative. Et donc, tout ça se base sur des publications. Si les publications, la recherche sur laquelle elles sont basées n'est pas fiable, la politique n'est pas fiable non plus, n'est pas optimale. Et peut-être la situation la plus dramatique se trouve en milieu médical, et on peut donner quelques exemples où une recherche non fiable a causé des morts, en fait, très probablement. Donc, voici un cas d'un monsieur, un Hollandais, Don Poldemans, qui était en direction de très grands essais cliniques qui promouvaient la prise de bêta-bloquants
autour des opérations. Donc, il y a des gens qui peuvent peut-être me corriger. Donc, l'idée, c'était la baisse de pression artérielle protégerait le cœur pendant les opérations. Donc, il s'est avéré à un moment donné que ces très grands essais qui ont énormément influé sur les consignes en faveur de ce traitement prophylactique, les essais cliniques, les données, pour la plupart, n'existaient simplement pas ou étaient introuvables. Dans certains cas, il y avait des données, mais qui ne correspondaient pas à la publication. Donc, si on enlevait tous ces essais de domaine et on faisait une méta-analyse de ceux qui restaient, il se trouvait que toutes ces malades qui avaient eu ces traitements étaient exposés à un risque plus élevé de mortalité. Donc l'argument, c'est que le cœur était protégé et tous les autres organes tombaient en faillite à cause de ça. Et si on fait le calcul du nombre de personnes qui avaient été traitées pendant la durée de temps, on arrive à des chiffres qui sont étonnants en tout cas. Vous connaissez aussi peut-être le cas de Andrew Wakefield, qui a proposé que des vaccinations prédisposaient au développement de syndrome autiste. Il y a beaucoup de parents qui ont pris peur, qui ont retiré leurs enfants des programmes de vaccination, et ça a mené à des épidémies de measles et rougeole, c'est ça? Donc, qui, dans un petit pourcentage de cas, peut tuer. Et il y avait une corrélation assez nette avec la baisse de vaccination et l'augmentation des épidémies de la rougeole. Donc son article a été publié en 1998 et n'a été retiré qu'en 2010. Donc là, c'était de Lancet et ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts là-dedans. Donc, ce partage d'informations est important. C'est important pour le chercheur, mais aussi pour le contribuable et peut-être dans le domaine médical, ça peut même sauver des vies. Donc, la priorité à papier, donc, c'est d'alerter le plus rapidement possible le lecteur, l'utilisateur de l'article. Donc, on ne s'intéresse pas tellement à faire la justice, savoir que quelqu'un a fraudé, c'est juste d'alerter le lecteur qui peut avoir un problème, qui décide pour lui-même s'il y a un problème et qui prenne ses dispositions. Donc, un aspect, une spécificité du site, mais aussi une spécificité de controverse, c'est que le site permet l'anonymat dans les commentaires. Donc, ici, vous avez un commentaire typique et ça apparaît sous un pseudonyme, un nom de plume. Voilà. Pseudonyme, c'est le même mot. OK. Donc, en fait, on les attribue aléatoirement de l'arbre de la vie. Donc, il se trouve que j'ai dit que personne n'avait envie de se fâcher avec les collègues parce que ils s'ouvriraient à des représailles dans l'attribution de fonds ou de promotion. Et les gens ont peur de discuter sans la protection, pour la plupart des gens, sans la protection de cet anonymat. Donc ça, c'est démontré assez clairement dans les statistiques de trafic sur notre site. Au début, on avait un système, on ne permettait pas l'anonymat complet. Donc les gens devaient s'inscrire, donc le site savait qui déposait un commentaire, même si le lecteur, le public, ne le savait pas. Donc on avait très peu de trafic jusqu'au moment où en fait on a ouvert la possibilité d'un anonymat contrôlé par l'utilisateur. Donc même le site ne le savait pas. Et là, le trafic a augmenté en flèche et nous y sommes aujourd'hui. Donc il y a un autre système qui existe qui fait à peu près la même chose, PubMed Commons. Donc c'est un site de recherche qui a 1 million de fois de plus de trafic que nous, mais leur volume de commentaires est un dixième de ce que nous avons parce qu'ils ne permettent pas l'anonymat. Donc aujourd'hui, les gens qui
qui ont l'information à partager, mais qui est critique sur un article, ils ont peur quand même de le faire sans la protection de l'anonymat. Et je mentionne, donc ça c'est un détail technique, mais pour les gens qui veulent vraiment contrôler, s'assurer de leur anonymat, ils peuvent passer par un système qui s'appelle Tor. Et donc nous, sur le site, on ne peut pas savoir qui vous êtes quand vous déposez votre commentaire. Donc, et ça protège donc l'utilisateur en cas de procès, en cas de piratage et en cas d'erreur. Donc, si vous êtes opérateur de site, c'est les lois de gravité. Donc, c'est les impôts et la mort. C'est quelque chose qui va arriver un jour. Donc, si on n'a pas l'information, on ne peut pas le divulguer. Donc, bien sûr, ça apparaît comme une invitation à la délation des chercheurs. Et donc, quels sont les garde-fous qu'on a mis en place contre ce risque? Donc, il y a un premier qui est très, très important, c'est qu'on est chercheur. Donc, on discute des faits, de la logique. Donc, la consigne qu'on impose, c'est que les commentaires doivent être de nature à se laisser vérifier par un autre lecteur. Donc, pas forcément la vérité, mais vérifiable. Donc, des faits, de la logique. Les commentaires qui se font de manière anonyme, donc il est possible de signer ces commentaires, en quel cas votre commentaire apparaît tout de suite et vous en assumez les responsabilités. Si vous voulez bénéficier de l'anonymat, le commentaire, au moins pour les nouveaux utilisateurs, sont modérés pour vérifier qu'ils satisfassent cette condition. Ce n'est pas une revue scientifique. Le commentaire peut être faux, mais c'est vérifiable et vous, le lecteur, vous pouvez arriver à votre propre décision. Il y a des systèmes pour signaler des abus et les auteurs sont alertés. Donc, ils ont un droit de réponse immédiatement au même endroit, permanent. Ils sont encouragés à défendre, expliquer, clarifier leur propre travail. Service après-vente. On trouve que les chercheurs devraient le faire et ils peuvent le faire. La plupart des questions critiques sur le site pourraient se résoudre si les chercheurs montraient leurs données brutes d'origine. La plupart ne le font pas, pour une raison ou une autre, mais ça réglerait la plupart des débats et on peut se voir dans un état de transition aujourd'hui. Parce que très bientôt, on sera obligé de publier les données brutes aussi. Ça vient. C'est un mouvement qui, je pense qu'on n'arrête plus. Et donc, après, on pourra simplement aller regarder les données d'origine sans poser la question sur le site et peut-être simplement rendre compte des conclusions de son analyse sur le site. Il y a aussi une certaine surveillance par la communauté de lecteurs sur le site. Ça arrive que les gens mettent un commentaire qui n'est pas justifié. Il y a d'autres qui arrivent et disent non, c'est pas justifié, c'est nul votre commentaire. Donc il y a une petite communauté qui utilise le site et qui s'en sert pour finalement établir une espèce de bonne pratique de manière totalement démocratique. Donc il y a des pratiques où simplement il n'y a pas d'accord. Bon, donc on voit bien qu'il n'y a pas d'accord. Les gens peuvent avoir un avis ou un autre. Et quelque chose, quand les auteurs se trouvent critiqués sur le site, évidemment, ils ne sont pas d'accord, mais il ne faut pas perdre de vue qu'ils ont choisi de publier eux-mêmes. Publication, c'est rendre public son travail. Donc, c'est un choix libre. Ils ne sont pas obligés de le faire. Donc, j'ai quelques exemples de ce qui arrive sur le site. Donc, en fait, je ne vais pas passer tous les exemples. Claude en a mentionné quelques-uns. Mais en fait, quand on a permis d'instaurer les commentaires anonymes, il y a eu une masse de commentaires d'un certain type qu'on ne supposait même pas que ça existait, qui indique clairement dans la publication qu'il y a eu une manipulation, une mauvaise pratique.
Et donc ça, c'est juste un exemple. Donc la biologie est complexe, donc les données issues de la biologie ont quasi toujours leur part de l'aléatoire, du hasard. Donc les images qui illustrent les résultats, souvent ils sont toujours uniques à cause de cette nature aléatoire. Et petit à petit, les gens se sont rendus compte qu'il y avait des parties de l'image qui devaient être uniques, qui ne l'étaient pas du tout, voire identiques, des fois identiques presque. Donc il y a eu des exemples avec une rotation ou étirée. Donc ici, c'est un des exemples que je trouve assez parlant. Donc j'explique pas ce que c'est, mais normalement, toute partie de l'image devrait être unique. Et là, vous voyez les 4 rangées où l'utilisateur a mis des barres de couleurs pour attirer le regard. Les 4 rangées ont l'air parfaitement identiques. Donc, probablement, c'est du coupé-collé. Donc, c'est peut-être une erreur. Mais depuis que c'est sur le site et les auteurs ont été alertés, ils ne se sont pas manifestés pour corriger le tir. Si ce n'était pas une erreur, il faut s'imaginer l'état d'esprit du chercheur qui l'a fait. Dans une publication, il a laissé quelque chose comme ça. C'était tellement normal, on pouvait agir avec une telle impunité. Donc c'est ça qu'on commence à voir, en fait, au travers notre site. Donc, oui, je ne me rappelle pas de la revue. Mais donc j'ai marqué Top UK Universities. Donc on peut voir ça, des meilleurs chercheurs en apparence, avec les meilleures réputations, meilleures universités dans les meilleurs journaux du monde. Donc c'est plus facile de faire des choses mal dans les journaux où il n'y a pas la pression. Mais la pression pour passer les choses dans les bons journaux est tellement forte qu'on est prêt à n'importe quoi. Donc ça s'équilibre un peu et en plus les gens épluchent avec plus de détails ce qui apparaît dans les bons journaux. Donc il y a une question de taux de détection, d'intérêt, d'importance, très difficile de mesurer. Donc j'avais quelques exemples, mais je pense que c'est pas trop la peine que je les détaille. Mais ça, c'est peut-être intéressant en vue de l'exemple de Wakefield que j'ai donné tout à l'heure. Donc, juste les dernières semaines, il y avait un article de quelqu'un, des articles en fait de chercheurs qui argumentaient que l'aluminium, qui est un des adjuvants dans les vaccinations, causait l'autisme ou avait une contribution à l'autisme. Donc, c'est reparti, un lien entre la vaccination et l'autisme. Mais dans ce cas-là, les gens ont analysé l'article et ils ont vu que c'était bien bidouillé. Et donc, c'était publié il y a quelques semaines, ça a été analysé sur le site dans la foulée et c'est déjà retracté. Donc le journal a cédé. Donc là, au lieu de 12 ans pour le Lancet, maintenant on a quelque chose qui se passe en quelques mois. Et là, on espère qu'il n'y aura pas le résultat d'épidémie de rougeole. Donc, c'est à peu près notre premier exemple avec peut-être un bénéfice médical évident, mais le site permet ce type de surveillance. Pour résumer, Papier, ça existe maintenant depuis 5 ans. Ça marche, je pense que ça ne disparaîtra pas. Alors, on se positionne comme une source d'information potentiellement importante, mais il n'y a pas de garantie de qualité sur les commentaires. Donc, chaque lecteur doit, et on insiste dessus, doit faire sa propre décision avec l'information qui est fournie sur le site. Ceci dit, ce n'est pas un travail particulièrement onéreux. Il y a peu de commentaires, ils sont extrêmement ciblés. C'est souvent une question de 30 secondes pour se décider si c'est utile ou non. Il existe des extensions de navigateurs qui signalent des articles qui ont été commentés juste quand vous naviguez sur le web. Je vous montre dans un instant. C'est utile de les installer. Et au-delà des exemples que je vous montrerai, c'est un site qui permet une évaluation du travail
des chercheurs, par les chercheurs et pour les chercheurs. Donc c'est absolument focalisé sur le contenu de l'article, et bientôt sur les données derrière l'article. C'est totalement indépendant du journal où ça a été publié, des métriques qu'on pourrait tenter d'utiliser, et c'est indépendant de la réputation. Donc, nous, on pense que ça devrait être comme ça. Et c'est donc un lieu où on peut peut-être discuter, développer des bonnes pratiques, et ça se fait un peu, notamment pour les données d'image de type que je vous ai montré. Donc ici, c'est un exemple de ce qu'on peut avoir avec les extensions. Donc vous l'installez, ça ne fait rien, sauf si ça identifie sur une page web que vous visitez un Digital Object Identifier qui correspond à un article qui a été commenté sur notre site. Et dans ce cas-là, vous allez avoir une alerte colorée qui s'insère. Si ça vous intéresse, vous allez visiter la discussion. Et donc ça marche sur les pages des journaux, dans les moteurs de recherche. Et je pense que je peux terminer là et prendre vos questions. Donc si le site, son fonctionnement, sa philosophie vous intéresse, on a quelques billets de blog qui traitent des questions autour du site, donc notamment les conflits d'intérêts dans l'édition scientifique aujourd'hui, la question d'anonymat, c'est toujours très débattu, et les difficultés encore aujourd'hui dans la correction et la réplication scientifique. Merci beaucoup. Alors, je pense que vous avez des questions à poser maintenant, parce que, bien entendu, je reprends ce qui a été dit à la fin, le fait d'être chercheur, le fait qu'il y ait des mauvaises recherches, ou des recherches limites, ou aux résultats limites, ça ne veut pas dire que la recherche n'est pas bonne. Mais ça veut dire que si la prise de conscience, telle qu'on l'appelle, ne se fait pas, on se retrouvera par des journalistes qui, bien entendu, guetteront le scoop sans aucun problème. Là, ils sont en train de critiquer, ils sont en train de mettre en valeur un certain esprit critique que théoriquement devraient avoir les chercheurs. Si ceux-ci ne le prennent pas, on risquera de se retrouver avec des phénomènes comme le Mediator, comme tout ce qu'il y a pu y avoir auparavant. Il faut bien se rendre compte que c'est extraordinairement grave. Un corps de chercheurs qui ne s'auto-régulerait pas. Or, visiblement, c'est le travail qui a été fait là et qui m'apparaît particulièrement important, redonnant confiance, en quelque sorte, puisque désormais, maintenant, toute publication qui va sortir peut se trouver critiquée sur de tels sites, d'autant plus lorsque des résultats semblent particulièrement innovants, le regard critique des autres collègues, surtout quand il est de ce type-là, c'est-à-dire juste, très technique et non pas moralisateur, ça a bien été montré. Le problème n'est pas des règlements de compte ou une éthique même de conviction, c'est pas du tout ça. Moi je ne crois pas, moi je ne pense pas, c'est par rapport à des faits. Et ça sont des éléments importants pour éliminer justement... d'essayer plus ou moins de faire un croc-en-jambe à un laboratoire qui travaille sur le même objet que vous et qui risquerait d'avoir plus de financement que d'autres. Alors, bien que vous ne soyez pas, mais d'autant plus que vous êtes en dehors de la biologie, en tant que juriste, vous allez être énormément impliqué par ces éléments-là, parce qu'on est très proche, du système de donneurs d'alerte et éventuellement de la protection des différentes personnes, parce que l'anonymat montre bien son importance, mais si un tel service, car c'est un service presque public qui est actuellement en train de se faire, est totalement indépendant,
est-ce qu'il n'y a pas à penser, justement, après les sanctions ou n'importe quoi, une fois que les rétractations sont faites, etc. Je pense que les juristes, vous allez y penser. Bonjour, Dr Roucas. En fait, je voulais savoir, vous avez mis l'accent essentiellement sur les sciences de la vie. Est-ce que d'autres sciences sont impactées? Est-ce que votre site analyse, critique aussi, enfin, met en évidence des commentaires sur d'autres types de sciences, en particulier sur les sciences dures, puisque vous parliez des différents types d'erreurs. Il faut se rappeler que notre illustre Poincaré avait fait quand même une grosse bourde dans son article sur les trois corps, qui lui avait valu quand même un prix, alors qu'il y avait une erreur mémorable dedans que tous les gens qui s'intéressent aux mathématiques ont en mémoire. Donc, est-ce que d'autres sciences aussi, même est-ce que les sciences dures sont impactées? Est-ce que des sciences plus sociales et les sciences humaines sont aussi impactées, ou c'est vraiment essentiellement les sciences de la vie qui sont ciblées? Est-ce que tu dois reprendre le micro? Donc le site est ouvert pour tout article scientifique, donc en fait qui vient avec un Digital Object Identifier. Donc je pense qu'il y a des domaines qui peut-être ne s'en servent pas encore. Ensuite, il est clair que le gros des commentaires sur le site concerne le domaine biomédical, mais chimistes, sciences sociales, sciences de gestion, il y a eu quelques scandales. Agriculture, on a vu. Donc il y a des communautés dans d'autres domaines, un tout petit peu de physique, même il y a une ou deux personnes visiblement en mathématiques. Mais le gros, c'est biomédical. Donc il y a beaucoup de recherches biomédicales. C'est une science qui n'est pas dure, donc c'est peut-être un peu plus facile de passer des résultats dont la plausibilité ou implausibilité n'est pas évident. Et ensuite, au moins pour les physiciens, ils ont d'autres forums où ils peuvent discuter de ça. Donc il y a des serveurs de preprint qu'ils utilisent depuis très longtemps, des pré-publications. Et ils ont l'habitude de régler leurs différends par ce système. Donc c'est ouvert, on veut bien de tout le monde, mais pour l'instant, le fait est qu'il s'agit surtout de biomédical, oui. Dans votre discussion, vous parliez aussi des problèmes statistiques, et c'est vrai que peut-être qu'un des biais à tout cela, c'est que dans le domaine biomédical, on utilise beaucoup de statistiques, mais on a souvent l'impression que c'est plus des recettes que l'on utilise statistiques plutôt que vraiment connaître l'outil statistique. Et je pense que c'est peut-être un des problèmes qui est à la base d'un certain nombre d'erreurs, quoi. De manière générale, les statistiques sont très mal appliquées dans la recherche biomédicale. Donc, quand on arrive aux médecins, et parfois il y a des services de statistiques, et c'est plus difficile de manipuler, on va dire, mais quand on arrive à la recherche préclinique, pour l'instant, c'est n'importe quoi. Ce qui était là est vrai, puisque depuis 1992, dans le New England Journal of Medicine, il a été vraiment prouvé que la plupart, des statistiques qui étaient faites dans notre domaine étaient souvent des statistiques, une approche qualitative qu'il faudrait faire, alors que bien souvent elle est quantitative. Et d'autre part, par rapport à la population normale, il y a des conditions qui ne correspondent pas totalement. Et ça a été écrit depuis 1992 dans le New England, ce qui montre bien que c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps. Si j'ai bien suivi ce qui est en train de se passer, le fameux petit p
qui doit normalement être inférieur à 0,01 pour donner une statistiquement significatif, va passer à 0,001. C'est-à-dire qu'on va demander... Moi, du temps de ma carrière, c'était P inférieur à 0,0. 5, oui, c'est encore le cas. Mais... C'est pour ça que je dis, oui, oui. Il y a le passage à 0,001, P inférieur à 0,01, et maintenant c'est beaucoup plus. Ben, ça va être le cas. C'est-à-dire qu'on va demander à ce que le seuil soit diminué pour considérer que les statistiques sont fiables. Parce qu'effectivement, c'est le gros problème en recherche préclinique, notamment, problème statistique. Ça va grossir avec des échantillons. Oui. C'est ce qui se passe avec une rencontre qu'on a fait sur les thérapies ciblées dans le cadre du cancer, il y a à peu près 2 ou 3 mois, avec notre amie canadienne qui était venue ou appelée, Chantal Bouffard, qui avait présenté justement et comment on est maintenant au niveau du cancer, les industriels sont obligés par rapport à de nouvelles molécules pour trouver les molécules en fonction des différents marqueurs. On est obligé d'avoir de très grandes maintenant, et ce qui fait très grandes données, ce qui fait qu'on a maintenant des entrepôts de données qui font, comment dire, que les problèmes de confidentialité sont majeurs. Donc là, il y a un nouveau paradigme, comment dire, une nouvelle vision de la recherche clinique qui est en train de se développer. Il y a juste un point que je voudrais ajouter, c'est que sur le site PubPeer, il existe aussi des commentaires qui sont très élogieux, positifs sur les articles, ça arrive aussi. C'est plus rare, mais ça arrive. Des collègues chercheurs qui disent dans ce papier, il est montré ça, etc., et c'est très bien. Et puis, Boris n'en a pas parlé, mais je pense que ça peut vous intéresser ici, s'il y a des juristes donc dans la salle. C'est ce qui s'est passé en termes d'anonymat aux États-Unis, le procès qui a été intenté. Si tu veux en dire 2 mots, parce que je pense que c'est extrêmement intéressant pour comprendre pourquoi ce problème de l'anonymat est extrêmement important. Ok, donc le site a été impliqué dans... Le site, en fait, est incorporé aux États-Unis. C'est un choix pour bénéficier des protections de liberté d'expression aux États-Unis. Donc, l'édition du site est aux US. Et il y a eu un chercheur qui s'est vu ses travaux critiqués, en fait, juste au moment où il était entre 2 postes. Et ni l'un ni l'autre des employeurs a voulu le garder quand ils ont vu les arguments sur le site. Donc, il y avait un salaire important au jeu. Donc, il a porté plainte, intenté un procès en diffamation. Donc, pas contre le site directement, contre les utilisateurs, pour lui anonymes, qui avaient déposé les commentaires. Donc, en fait, il existe une loi aux États-Unis qui protège les sites comme le nôtre rend les sites non responsables des commentaires des utilisateurs. Donc c'est ça qui sauve Google, Facebook et compagnie. Mais dans ce procès, on a essayé d'obtenir de nous des informations sur les utilisateurs. Et dans certains cas, on avait au moins un peu d'informations, un numéro IP ou quelque chose comme ça. Donc, on a voulu défendre nos utilisateurs et la philosophie du site. Et finalement, on a eu la très grande chance d'être défendu pro bono par des American Civil Liberties Union et qui ont gagné totalement le procès. Donc, ça a été annulé. Et il y a un jugement assez intéressant disant que une discussion factuelle où la conclusion à laquelle les gens arrivent dans la discussion se base sur des faits qui sont disponibles dans la discussion, ils ont dit que ça ne pouvait pas être caractérisé comme diffamation. Donc, nous, on était contents, bien sûr. Donc voilà, donc il y a maintenant à peu près 60 000 commentaires
dans notre base de données, et il y a eu un procès qui était contre les utilisateurs, mais pas contre nous. En tout cas, pour protéger et mieux protéger les utilisateurs, on fait tout ce qu'on peut pour ne pas garder l'information. On ne doit jamais faire de promesses, mais on fait ce qu'on peut. Ce qui est fantastique dans ce cas-là, c'est que le chercheur, le professeur qui a été soumis à la critique dans PubPeer a attaqué PubPeer non pas parce que ses articles étaient bidouillés, parce qu'ils l'étaient, ces articles, c'était bidouillé, il a dû les rétracter, mais parce que les commentaires étaient anonymes. Donc il a attaqué l'anonymat. C'est assez amusant, enfin je trouve. Et en fait il a perdu parce que le défenseur, la CLU, c'est, je ne sais pas si vous connaissez l'American Civil Liberty Union aux États-Unis, c'est ceux qui ont fait Guantanamo, ce genre de choses, la guerre en Irak, etc. Donc vous voyez que PubPeer, c'est aussi célèbre que ça. Donc à un moment donné, on nous a dit qu'on aurait eu le même avocat que Edward Snowden, mais ça ne s'est pas produit en fait. Merci. Donc, je me présente, Claude Conrich, ex-prof de médecine interne à l'université. Donc j'ai fait, je voudrais témoigner simplement de 45 ans au moins d'activité de recherche bioclinique et dans le domaine de la médecine interne, qui sont des maladies soit compliquées, soit plutôt rares. On a vu quand même des progrès considérables de mise en commun de multiples équipes à la France ou même plus large, dont le but essentiel, c'était la recherche de qualité et la recherche de la véracité des données brutes. Parce que c'est ça le vrai problème, tout départ de là. Et donc il y a des équipes qui prennent leur bagage et qui vont vérifier effectivement les données brutes avant de raconter n'importe quoi. Et puis l'autre commentaire que je voulais faire, c'est que à l'université, à médecine à Bordeaux, depuis plusieurs années, il est fortement recommandé, avant de publier, d'envoyer nos articles aux services de statistiques, dont on pense quand même qu'ils ont une certaine expérience et qualité avant d'envoyer ces articles. Donc c'était simplement ce témoignage, parce que vraiment mon expérience c'était la réalité de la donnée brute. Ça, c'est l'histoire des petits points. Hop, celui-là on le sort, on l'oublie. On en rajoute. Celui-là il y ressemble, alors on va le mettre. Enfin bon, voilà. Donc à partir de ça, on peut raconter n'importe quoi. Ça me fait très plaisir. J'ai une petite anecdote. J'ai dirigé pendant près de 20 ans un comité de protection des personnes. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui y sont à Bordeaux. Eh bien, nous sommes dans l'obligation depuis 2004 d'avoir un représentant des patients, mais aussi on doit avoir aussi un représentant méthodologiste. Donc nous avons eu un biostatisticien. Et sur les 10 protocoles que l'on pouvait avoir par mois lorsque le biostatisticien était là, il y en avait un qui passait. Quand il était absent, ce qui était un peu dommage, les 10 passaient. Ce qui montre bien que le problème, c'est le problème de la compétence. Et beaucoup de nos collègues, il faut bien l'avouer, ne passent pas obligatoirement par les départements de biostatistique. Et c'est bien dommage, parce que dans ce cas-là, leurs résultats deviennent beaucoup moins strong, en définitive, beaucoup moins... C'est évident. D'autres questions, n'hésitez pas. Bonjour. Vous avez évoqué le cas de ce chercheur franco-suisse et ses 8 rétractations suite aux commentaires sur PubPeer. Est-ce que vous avez une idée du nombre de rétractations qui sont liées à des commentaires publiés sur PubPeer? Pour ce chercheur? Non, de façon globale sur... Alors c'est Boris qui peut répondre. Alors, donc, il n'y a pas de données fiables pour l'instant, parce qu'on ne sait pas compter les rétractations. Donc, ça devient automatisé. Donc, on pourra au moins savoir si un papier a été retiré en date après des commentaires étaient déposés. Et des fois, dans la description, ils font même état de la discussion sur le site.
Ceci dit, en règle générale, je dirais, donc sur notre site, il y a maintenant des milliers de cas de manipulation de figures manifestes. Donc, il y a une seule explication possible pour ce qu'on voit dans certains commentaires, c'est que les figures ont été manipulées, sans en citer des exemples particuliers, et je dirais dans encore la très grande majorité de cas, l'auteur ne fait rien, le journal ne fait rien, l'institution ne fait rien. En moyenne, il ne se passe rien. Donc ça change petit à petit. Donc déjà, il y a toujours une latence pour que la machine d'une investigation ou quelque chose se mette en marche, de toute façon. Donc le site est encore nouveau, donc on commence à arriver maintenant des investigations qui étaient lancées au début du site, fin 2012 en fait. Et il y a une prise de conscience générale, aidée peut-être par le site aussi, qui fait qu'on commence à roder un peu les mécanismes, les procédures. Donc, en règle générale, donc, j'ai participé personnellement à une investigation. C'est horrible. On fait très très mal, c'est beaucoup de travail, c'est ingrat, on fait des ennemis, on ternit l'image de l'institution. C'est pas drôle pour personne et on le fait très mal. Et c'est le constat général que c'est très mal fait. Et je sais pas si on arrivera à être bon flic. Donc en quelque sorte, le site est pas mal parce qu'on contourne tous ces problèmes. Et au moins, les gens qui vont consommer ces publications sont alertés et peuvent se protéger indépendamment de la justice et le flicage des chercheurs. Et c'est peut-être mieux comme ça. Et qu'ils reçoivent un mail, hein, c'est ça? Ils sont toujours alertés, oui, bien sûr. Seriez-vous rassasié? Il y a quand même de la bonne recherche. Hein. Il y a surtout de la bonne recherche, mais... Il y a une pollution importante, hélas. Une question. Est-ce qu'on commence à avoir des liens, par exemple, entre l'impact des revues et le nombre d'articles retirés? C'est-à-dire, est-ce que ces revues finissent malgré tout par être impactées négativement, ou au contraire, tout va bien? C'est-à-dire qu'elles ne sont absolument pas sanctionnées. Alors, c'est très difficile de mesurer l'étendue réelle des mauvaises pratiques ou, dans le cas extrême, la fraude. Donc, il se trouve que les journaux où le plus de papiers ont été retirés, c'est ceux qui sont le plus en vue. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils ont été plus scrutés, examinés, ou ils sont plus sérieux et quand il y a un problème? Donc, impossible vraiment de savoir. Tous ces journaux, ils essaient de vous vendre la qualité définitive quand ils publient un papier. Ça, c'est leur business model. Voilà. Donc, ce que nous voulons montrer en donnant la voix aux chercheurs, c'est qu'il y a un jugement de vérité peut-être qui est au-dessus cette étape de publication. Et est-ce que ça a un effet, pour l'instant, peut-être pas majeur, mais je sais bien que les éditeurs, ils sont au courant quand un de leurs papiers phares est discuté, et même s'il n'y a pas de reconnaissance publique en règle générale de ce fait, ils le sentent et ils se sentent surveillés. Donc, petit à petit, on a un effet, oui. C'est aussi dans ces mêmes revues où il apparaît des articles sur l'intégrité scientifique. Donc, c'est paradoxal, mais voilà. Donc, ils font aussi leur beurre là-dessus. Et bon, en plus de ça, quand vous voulez publier des résultats dans un de ces grands, je mets entre guillemets, journaux, le débat avec le journal, les reviewers, enfin les experts, etc., peut être très long. Hein, ça peut prendre 6 mois, 1 an, 2 ans. Ils vont vous demander encore plus de choses. Par exemple, vous demandez est-ce que c'est la tyrosine 320 de la protéine qui est impactée ou pas, etc. Et je vous assure que dans un certain nombre de cas, je suis certain,
que des collègues inventent les résultats pour un petit résultat qui manque pour pouvoir publier. Ben voilà, okay, ça y est, on l'a fait, c'est publié. Je peux pas être certain de ce que je dis là, mais enfin, je pense que c'est une forte motivation pour faire ce genre de choses dans ce type de journaux. Alors que la conclusion, sans savoir si c'est la tyrosine 350, la conclusion est quand même intéressante. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Mais il y a un tel enjeu derrière de promotion, d'argent pour le laboratoire, etc., que voilà. Il y a peut-être juste une petite suite. Là, je parle plus de la révolution, mais on peut imaginer un avenir sans les journaux. Donc, la publication, enfin, l'économie de l'édition, totalement bouleversée par les technologies d'Internet. Donc, on peut déposer un article en ligne sur les serveurs de pré-publication, preprint. Ça coûte à peu près $10 et en plus, quelqu'un d'autre paye. Donc, c'est assez intéressant de ce point de vue. J'ai récemment publié un article aussi dans un journal plutôt de bonne réputation qui fait payer les auteurs parce qu'il va rendre l'article disponible publiquement. Il n'y aura pas d'abonnement nécessaire pour le voir. Donc, tous les frais sont à l'entrée. Là, ça a coûté $5,000. Et ils ont des marges de bénéfices énormes. Donc, on n'a pas besoin pour publier. Le filtre de qualité, les résultats sont mitigés. Ça existe, mais c'est loin d'être parfait. Et donc, on pourrait, je pense, assez bien imaginer un système où on dépose l'article et sur des sites comme le nôtre, ensuite on discute. Donc, c'est un extrême, une vision extrême, mais je pense que le système va se fluidifier et on ira un peu dans ce sens. L'évaluation suit aussi. Alors, si votre article n'est pas suffisamment intéressant pour être... l'évaluation des chercheurs. Bah, ça suivra, oui. Jérôme Poumerol de la direction de la documentation de l'Université de Bordeaux. Eh bien, ces propositions que vous venez de faire, on les a réalisées de façon expérimentale avec une plateforme de revue en open access. Et un de nos journaux, donc mené par de jeunes chercheurs de l'INRA et de l'Université de Bordeaux, ont fait le choix de refuser les métriques, d'être en open access et d'aller plus loin, c'est-à-dire d'avoir l'open peer reviewing. Donc tout le reviewing est publié et accessible sur le site des revues. Donc voilà. Et oui, de façon anonymisée. Voilà. Et la dernière, enfin le dernier point important, je pense, pour aller vers une science ouverte qui évitera ces dérives-là, c'est bien évidemment celle de la formation des jeunes générations et des jeunes chercheurs. En tout cas, personne ne peut sortir ici en disant que la science est mauvaise. Nous sommes les témoins. Regardez comment on peut avoir des dizaines d'années et être en pleine forme comme moi, voyez, par exemple. Donc, vous qui êtes beaucoup plus jeune. Mais au-delà de tout ça, on sent un véritable mouvement, hein, vous l'avez bien défini, et je crois que ce que tu présentais comme l'avenir, beaucoup le pensent en ce moment, hein, les remises en question des revues, un nouveau système, alors ça prendra du temps, bien entendu. La prochaine fois, on doit se voir sur quelque chose de très important. Pour des juristes, c'est l'accès aux soins des personnes malades, d'autant plus quand elles sont migrantes, ou éventuellement quels sont les critères pour que ces personnes soient nationalisées ou pas, sous le prétexte qu'elles sont réfugiées, ou au contraire, éventuellement mises de côté ou dans un autre processus lorsqu'elles sont migrantes, et qu'elles sont donc migrantes économiques. Si ça vous intéresse, c'est un prof de médecine légale qui vient d'en parler, et qui est en même temps anthropologue, et qui justement, lorsqu'il se trouve avec des migrants qui ont été l'objet de séances rituelles, ou qui ont été dans leur rite dans les pays où ils se trouvent, eh bien, il y a une formidable compétence que l'anthropologie et la médecine légale permet en définitive dans la justesse du dire, dans l'interprétation des dires
des différentes personnes qui viennent. Ce qui ne veut pas dire pour autant que la différence entre les uns et les autres, elle est tout à fait légitime. Mais voilà comment on est amené à, bien sûr, avec l'accès aux soins. Et comme vous savez qu'il y a des problèmes d'économie de la santé, l'accès aux soins pour tous, c'est à réfléchir. Vous savez que certaines formations politiques étaient assez partantes pour retirer les prises en charge, justement, des personnes qui n'étaient pas dans le consensus national, en quelque sorte, étant, comment dire, naturalisées. C'est quand exactement la date ? On dit 28 novembre. 28 novembre. Et s'il pouvait y avoir des médecins, je serais content comme tout. À bientôt, donc, 28 novembre.